Retiré. Donc, je vous lis le vœu. Donner toute sa place à la jeunesse dans la vie de la cité. Un objectif pour notre conseil municipal. L'un des leviers d'action, nous en sommes convaincus, est d'offrir aux jeunes des opportunités de mise en pratique de leur formation au sein de l'administration communale par des stages longs et des postes d'apprentis et d'alternants. Nous avons souhaité renforcer cette pratique depuis 2020 en approuvant à l'unanimité de ce conseil l'ouverture de plus de postes pour les étudiants, considérant que cet échange bénéficie à la fois aux jeunes, qui ont parfois des difficultés à trouver un employeur, et à la collectivité, qui bénéficie de leurs idées nouvelles et de leur fraîcheur. La dynamique créée est très positive et ambitionne de développer chez ces jeunes étudiants une culture du service public, voire leur futur engagement dans une collectivité territoriale. Accompagner les jeunes qui pourraient constituer les équipes de demain peut être particulièrement bénéfique dans un contexte où les collectivités territoriales peinent de plus en plus à recruter dans de nombreux secteurs en tension. Cette politique de ressources humaines était soutenue par l'État, à la fois dans les discours et les financements. Ainsi, suite au transfert depuis 2018 des taxes d'apprentissage des régions à France Compétences, établissement national des négociations, avait été engagé avec l'État par le Centre national de la fonction publique territoriale et la coordination des employeurs publics locaux, permettant d'aboutir en 2021 sur des règles de financement de l'apprentissage dans les secteurs publics locaux, traduites dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Une nouvelle cotisation d'apprentissage de 0,1% pour les employeurs publics locaux, soit près de 41 millions en 2022, 15 millions pour l'État, 15 millions pour France Compétences et 13 millions de contributions du CNFPT par prélèvement sur la cotisation générale dédiée à la formation, permettait de dégager environ 84 millions pour un financement de la totalité des frais de formation, contre 50% auparavant, sans plafond des contrats signés à partir de 2022. Ce cadre législatif permettait de financer une cohorte annuelle d'environ 8000 contrats. Sans cadrage supplémentaire, une réelle dynamique s'est engagée sur l'apprentissage au niveau national, avec une accélération notable des demandes depuis 2020. 8 000 en 2020, 10 700 en 2021, 12 702 en 2022 et un dépassement de l'enveloppe budgétaire prévue. Malheureusement, si sous la pression des employeurs locaux, l'État a accepté de maintenir pour 3 années supplémentaires sa contribution, il a acté unilatéralement le désengagement progressif de France Compétences dès 2024. En effet, une circulaire primo-ministérielle du 10 mars 2023 prévoit que la contribution soit plafonnée à 10 millions d'euros en 2024 et à 5 millions en 2025, au lieu de 15 millions actuellement. Sans cette participation de l'État et de France Compétences, dans 3 ans, le CNFPT ne pourra plus financer que 6 000 contrats de formation, à coût moyen constant. Alors même que les financements pour l'avenir sont compromis, les intentions de recrutement qui ont été recensées au début d'année font état d'un niveau de demande qui ont atteint les 18 000 contrats pour l'année 2023, correspondant à un volume de dépenses de 162 millions d'euros, pour 84 millions d'euros de recettes prévues. Aussi, le CNFPT a informé les collectivités locales de l'application de nouvelles règles en 2023. 10 000 contrats seront financés à l'échelle nationale. La règle de financement d'un contrat sur 2 sera appliquée à toutes les collectivités ayant indiqué qu'elles entendaient recruter au moins 2 apprentis. L'enveloppe budgétaire disponible sera affectée aux collectivités ayant fourni leur intention de recrutement dans le cadre du recensement de début d'année. En parallèle, le CNFPT va engager dès à présent des discussions visant à définir des critères qualitatifs de sorte à aborder la campagne 2024 avec des règles de priorité de financement de contrats en fonction des diplômes et des publics cibles. L'impact financier d'un tel désengagement de l'État et de France Compétences est significatif, puisqu'il se traduit par la fin de la prise en charge des formations et donc une baisse de moitié du niveau. Nous regrettons que les collectivités territoriales se trouvent encore une fois dans la position de devoir assumer financièrement et sans consultation préalable les politiques gouvernementales, alors que le gouvernement lui-même considère, et à juste titre, l'apprentissage comme une priorité majeure de la politique éducative nationale. Ce désengagement financier vient s'ajouter
à celui déjà effectif sur l'ensemble des emplois aidés, et ce dans un contexte gouvernemental où l'État contraint les collectivités territoriales à devoir mettre en place diverses primes en l'absence de tout accompagnement financier, tel que la prime Ségur, le complément de traitement indiciaire, CTI, ou dernièrement la prime de pouvoir d'achat, entraînant non seulement une situation financière de moins en moins soutenable pour les collectivités territoriales, mais aussi une forme de concurrence entre elles. C'est pourquoi le conseil municipal de Mélan, soulignant tous les bénéfices du développement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales, vous soumet ce vœu en dénonçant le désengagement financier de l'État et demande le maintien des financements actuels, demande le respect de l'égalité de traitement entre les apprentis dans le privé et le public. Ces derniers ne volent pas moins que les premiers, avec un engagement étatique équivalent. Demande une concertation pour trouver des voies de financement durables pour l'apprentissage. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires Madame Ours, oui. Merci, Monsieur le maire. Alors oui, concernant l'apprentissage, nous sommes tous convaincus de l'intérêt de l'apprentissage. Moi-même étant... Oui, je disais donc que qui n'est pas dans l'Assemblée convaincu de l'intérêt de l'apprentissage. Moi-même, à l'université, j'encadre des apprentis chaque année. Et effectivement, dans le secteur privé, on voit bien un changement depuis un certain nombre d'années, avec une augmentation des entreprises qui prennent des étudiants en apprentissage. Et j'irais même, pour aller dans votre sens, on avait à l'université, à l'UGA, une licence management des collectivités territoriales qu'on a fermée là à la rentrée parce qu'on n'a pas suffisamment de candidats. On a bien un problème d'intérêt pour la chose publique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales ne sont pas très attractives. Hein, les jeunes, enfin au niveau des emplois, entre le privé et le public, il y a une telle demande dans le privé, avec des écarts de salaire, c'est quand même compliqué. Donc si on peut donner envie aux jeunes, à travers déjà un contrat d'apprentissage, de venir goûter à ce que c'est que les collectivités territoriales, c'est très bien. Donc, on ne remet absolument pas en cause tout ce qui peut être fait sur l'apprentissage, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public, et il y a une demande forte dans le public. Et le fait d'avoir 7 étudiants d'apprentissage l'année dernière, c'est très bien. C'est très bien que vous l'ayez fait, que Mélan l'ait fait. Donc, on n'a aucun problème concernant l'apprentissage, bien évidemment. Par contre, là où on est quand même un petit peu surpris, c'est sur la forme, la façon dont vous vous y êtes pris. Parce que vous en avez dit 2 mots oralement au niveau de la commission. Bon, vous aviez sans doute pas encore écrit la question, mais c'est une chose de l'écrire oralement. Il y a quand même un vœu là qui est complet, avec beaucoup de chiffres, avec beaucoup de choses sur le désengagement de l'État, sur des désengagements de France Compétences, etc. Moi, j'avoue qu'on l'a reçu à 22h et des poussières dimanche soir. Moi, dès ce matin, j'étais aux commissions au département. Ensuite, j'avais des cours à l'université et je termine la journée par un conseil municipal. On trouve que le délai n'y est pas. Moi, j'aurais voulu regarder un peu, vérifier ces chiffres, enfin faire ça sérieusement. Donc, c'est la raison pour laquelle, bien que sur le fond, ben, nous sommes tout à fait d'accord pour que l'État en fasse un peu plus sur l'apprentissage, notamment au niveau des collectivités territoriales, mais nous ne prendrons pas part au vote. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ne prendrons pas part au vote. On peut faire ça? On ne peut pas? Pourtant, au Conseil métropolitain, il y a des groupes qui partent au moment des vœux pour ne pas prendre part au vote. Vous pouvez quitter la salle si vous voulez, mais si vous êtes dans la salle, vous devez vous exprimer.
Ben, dans ce cas, Ne prend pas part au vote, il faut une raison, et il y a un certain nombre de raisons, comme par exemple membre d'un conseil d'administration, etc. Ne prend pas part au vote n'est pas une manière de, n'est pas un geste politique, c'est un geste administratif et technique en fait. D'accord. Eh bien, pour les raisons qu'on a évoquées, nous nous abstiendrons. Je comprends que vous n'ayez pas pu vérifier les chiffres, mais ce que nous proposons et ce que nous soumettons, c'est les 3 dernières lignes en fait. On dénonce le désengagement financier de l'État et demande le maintien des financements actuels. Donc je pense que c'est vite lu. Demande le respect de l'égalité de traitement entre les apprentis dans le privé et dans le public. Et demande une concertation pour trouver des voies de financement durable de l'apprentissage. C'est ça notre vœu. Alors, tout ce qui a dit Madame Héranger permet à l'Assemblée de comprendre pourquoi nous demandons ça, parce que c'est pas gratuit comme demande en fait, c'est qu'il y a une situation de désengagement de l'État. Et pour la ville de Mélan, il s'agit quand même, le traduire pour nous, c'est 10 000 euros par an par apprenti. Nous avions 7 l'année passée, comme vous l'avez souligné, nous avons 11 cette année. Donc c'est 110 000 euros en fait qui étaient financés par l'État auparavant pour, c'est ce qu'appellent les frais de formation, qui accompagnent un apprenti. Et c'est normal qu'il y ait de l'argent qui soit pour ça, réservé pour ça, parce qu'effectivement, on doit accompagner un apprenti. Et donc, l'entreprise privée ou l'entreprise publique ou la collectivité territoriale qui reçoit un apprenti se doit de verser ses frais de formation. L'État, jusqu'à cette année, a couvert ses frais. Cette année en cours, ça va être la moitié, l'année d'après, ça ne sera rien. Donc ces désengagements, et quand même, alors que, comme l'a bien expliqué la première adjointe, dans le privé, ça ne va pas être le cas. Donc, même si vous n'avez pas vérifié les chiffres, ce qu'on demande à l'État, c'est on dénonce le désengagement financier de l'État, et il est factuel, et on demande le maintien des financements actuels. On demande le respect de l'égalité de traitement entre les apprentis du public et du privé, et on demande une concertation pour trouver des voies de financement durables, en fait, pour que le CNFPT trouve des voies de financement durables. Donc voilà, je résume voilà, donc je comprends que c'était tardif l'envoi hier soir, mais c'est ces 3 phrases qui sont importantes, et c'est par rapport à ces 3 phrases qu'il faut se déterminer. Oui, et même par rapport au contexte, si vous voulez qu'on parte de la partie du vœu sur l'impact financier, il est vrai que c'est quelque chose que j'ai évoqué en commission. Et effectivement, les services m'ont fourni les éléments et les chiffres en fin de semaine dernière. J'ai moi-même enchaîné pas mal d'engagements par ailleurs. Et effectivement, je suis navrée de pas... Le temps de relire le vœu fait que je n'ai pas pu vous l'envoyer plus tôt. Je comprends qu'effectivement, ça soit tardif. Je sais que je peux compter sur votre compréhension puisque ça vous est déjà arrivé aussi. Des fois, on a même eu des corrections le jour même du conseil de choses que vous vouliez nous soumettre. C'est arrivé l'année dernière. Mais c'est une fois, c'est rare. Je suis sincèrement désolée que ça arrive tardivement. Je pense que c'est important de voir dans ce vœu, effectivement, les 3 points qu'a rappelé Monsieur le maire. C'était pour vous donner des éléments chiffrés, en fait. Il serait dommage que, pour une question de forme, vous ne puissiez pas vous associer au soutien de nos apprentis sur la commune de Mélan. J'en serais profondément désolé. Ces 11 apprentis, bon, nous ne reviendrons pas en arrière. Nous mettrons cet argent. Mais ça va augmenter notre masse salariale d'autant. Je sais que vous vous en rappellerez au mois de novembre ou décembre prochain, hein, quand on va voter le budget primitif, hein, mais on s'en rappellera tous. Voilà. Donc, je suis vraiment désolé qu'à cause d'un problème de forme, vous soyez tenu de vous abstenir. Je vous demande de bien réfléchir à cela. Je pense que c'est important. Ce système, comme vous l'avez souligné, Madame Ours, c'est un système d'apprentissage qui est favorable. Et voilà. Donc, très bien. S'il n'y a rien à ajouter, je vais quand même mettre ce vœu aux voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 7 abstentions. Et donc, il est adopté à la majorité des 26 membres de la majorité.
je vous remercie. Je remercie les membres de la majorité pour le soutien qu'ils apportent aux jeunes de la ville de Mélan et aux jeunes apprentis. Et nous allons continuer. J'ai un certain nombre d'informations que j'ai oublié de faire avant le vœu, mais je vais les faire maintenant. Des points d'information au conseil municipal. Donc, du côté des rendez-vous à venir, nous avons vu tout à l'heure, nous avons parlé tout à l'heure du forum des seniors, et il y a un programme riche qui est dans le thème de l'heure citoyenne. C'est la semaine bleue du 2 au 8 octobre. Vous avez l'affiche à gauche, Vieillir ensemble, une chance à cultiver. Demain, 26 septembre à 18h, il y a la réunion de quartier Buclos-Grand-Pré. Des habitants m'en ont parlé tout à l'heure. Donc elle est attendue. Ça se déroulera à la maison de quartier des Buclos, en présence d'élus. Jeudi, à partir de 15h, rendez-vous au marché sur la place des Tuileaux pour fêter les 2 ans du marché de la place des Tuileaux. Et la prochaine permanence des élus sur le marché des Éguinards se tiendra ce dimanche, 1er octobre, comme tous les premiers dimanches de chaque mois, sauf celui du mois d'août, donc de 10h à midi, me semble-t-il. Comme d'habitude, nous ne pouvons pas parler ici de tous les événements. Ils sont très nombreux, en fait. Et vous pouvez y accéder sur le site internet de la ville. Vous avez un agenda complet. Alors, 2 sujets sur lesquels je souhaitais quand même revenir dans ce moment de ce point d'information. D'abord, les marquages au sol réalisés cet été devant l'école Mi-Plaine. Ces marquages au sol servent à délimiter la zone de rencontre à cet endroit. Une zone de rencontre qui a été créée pour apaiser la rue et sécuriser les abords du groupe scolaire. Alors pour rappel, parce que visiblement certains ont passé leur code de la route il y a un certain temps, peut-être quand les zones de rencontre n'existaient pas. Pour rappel, les zones de rencontre sont bien dans le code de la route, parce que des gens en ont douté. Et c'est ce panneau-là que vous voyez à l'écran qui veut dire zone de rencontre. Et il est bien mis à toute l'entrée des zones de rencontre. Il est petit, alors évidemment. Qu'est-ce qu'il dit ce panneau? Elle autorise les zones de rencontre, elles autorisent les piétons à circuler sur la chaussée avec une priorité absolue sur les véhicules qui ne peuvent rouler qu'à 20 km/h maximum. Et cette limitation de vitesse, d'ailleurs, s'applique aussi aux vélos et aux trottinettes. À bon entendeur. Voilà. Je n'ai pas de compteur de vitesse sur mon vélo, donc je ne sais pas. Mais voilà. Donc ça va être une zone sécurisée. Et le marquage au sol, qui est aussi prévu dans le code de la route, et à la libre et libre, il est juste là pour rappeler aux automobilistes que cette zone est bien en place. Ensuite, ok. Oui, mais allez-y. Oui. Je voulais juste faire un complément par rapport à cette zone de rencontre. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a le marquage au sol. Après, il manque un complément d'information pour vraiment expliquer et faire la pédagogie pour ce qu'est réellement cette zone de rencontre. Donc c'est prévu, ça va être fait dans les prochaines semaines. Pour autant, on a fait une vraie information le jour de la rentrée, puisque le maire et l'adjointe à l'enfance, donc Véronique Claire, étaient présents à l'école Mi-Plaine, ont vu tous les enfants et ont parlé de cette zone de rencontre. Donc les enfants ont eu l'information et ont pu en discuter avec leurs parents. J'étais moi-même présent toute la semaine, donc tous les matins, avec les agents de police municipale et l'agent de proximité qui était sur place tous les matins, et l'après-midi, où on a pu faire de l'information à l'ensemble des parents et puis des gens qui étaient présents à cette heure-là. Après, effectivement, il y a des changements qui sont un petit peu plus compliqués pour les personnes qui ont passé leur permis il y a très longtemps, et notamment les personnes âgées qui ont un peu plus de mal sur les changements d'habitude pour traverser quand il n'y a plus de passage piéton. Merci. Mais voilà. Merci pour ces compléments d'information. Je continue. Ce n'est pas un débat, c'est des points d'information. Mais allez-y, monsieur.
C'est juste des points d'information. Si ça amène des débats, je ferai plus de points d'information parce que c'est pas l'ordre du jour en fait, c'est juste des points d'information. Allez-y, Monsieur Pilot. Les points d'information, des points de discussion, monsieur le maire. Ça, oui. Non, surtout que c'est un vrai sujet, vous avez raison d'en parler, et ça ne peut pas passer par une délibération. Donc, du coup, c'est bien d'en parler là. Nous, quand on en cause, on n'avait pas tous compris la même chose, on n'est pas forcément tous du même avis. Donc, c'est un vrai sujet. Moi, qui crois avoir compris, qui suis plutôt pour, vous voyez, je trouve qu'effectivement, il faut encore renforcer l'information et la communication, et pas pour ceux qui sont là, et les enfants, voire ceux qui vont au commerce, mais pour ceux qui passent là une fois de temps en temps en voiture, et qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et qui risquent surtout d'aller plus facilement, plus vite qu'à l'heure. Moi, peut-être partisan et vieux machin de la manière forte, je mettrais tout de suite quand même des choses pour ralentir les véhicules. Je ne sais pas comment ça s'appelle, là, des ralentisseurs. Je ne crois pas une seconde. Je ne crois pas une seconde. Il n'y en a pas beaucoup de temps. Je ne crois pas une seconde qu'avec ce panneau que moi je n'ai pas vu, mais j'avais compris, etc., que les gens ils vont rouler à 20, quoi. Arrêtez-les pour qu'ils puissent plus rouler plus vite que 20. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Je suis sûr qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais il faut se donner les moyens du résultat, quoi. Je veux dire, parce que le résultat peut être très intéressant. Merci. Vous voyez ce que je veux dire? Merci, Monsieur Pilot. On va augmenter la communication. On va être plus présent, on va essayer de faire ça. C'est un nouveau dispositif qui est mis sur la commune. C'est sûr, voilà, ça a été fait au cours de l'été. Bon, je voulais donner des explications. Ces explications sont enregistrées et on pourra y faire référence. Et voilà, c'est la zone de marché et tous les détails ont été donnés. Après, c'est un choix. D'autres auraient pu être faits, je l'entends très bien, mais nous avons voulu apaiser cette zone. Oui, et il n'y a pas de problème. Beaucoup de gens sont d'accord. C'est plus des questions de forme, en fait, qui sont posées et qui ne sont pas simples, effectivement, à régler. Je voulais aussi vous informer, puisque ce n'est pas l'objet d'une délibération ce soir, revenir sur les incivilités aux Guinards, hein, qui sont comme le scotch sur la jambe de monsieur du capitaine Haddock. Voilà. Nous devons malheureusement régulièrement revenir sur ces actes d'incivilité qui pourrissent la vie des habitants du quartier des Éghinards. Souvent, nous détaillons ici les mesures prises en matière de médiation, d'effectifs de police, de CLSPD, d'investissement dans la rénovation du quartier, de déambulation, de rappel à l'ordre avec les familles, 10 encore depuis le dernier conseil municipal. Oui, l'ouverture de Cosmocité aussi, effectivement. Mais non, mais il y a des milliers de trucs. Samedi 30 septembre, l'ouverture de Cosmocité. Nous continuons l'étude des délibérations. Nous avons encore deux délibérations. Une concernant la Maison des Solidarités, l'approbation de l'enveloppe financière prévisionnelle, organisation du concours de maîtrise d'œuvre et autres procédures de mise en concurrence relatives à cette opération. La parole est à Madame Refour, Christelle Refour, maire adjointe déléguée à l'action sociale et aux solidarités. Merci. Donc, l'opération relative au projet Maison des Solidarités consiste à réhabiliter entièrement l'ancienne école des Buclos et à déconstruire l'actuelle maison de quartier. Les enjeux du projet sont multiples, notamment afin de conserver une cohérence fonctionnelle entre les différents pôles à venir, Maison des Solidarités, Maison de quartier et La Poste. Il s'agit de mettre en valeur du patrimoine bâti tout en veillant à son intégration urbaine. Ce nouvel équipement sera inclusif, intergénérationnel et multiservices, sociaux, soins, etc. et permettra les échanges et les interactions sociales en tant que lieu commun de centralité.
Le projet intégrera un volet environnemental énergétique fort, réemploi, centrales photovoltaïques et la recherche de sobriété énergétique et d'usage avec beaucoup de mutualisation. La création d'espaces extérieurs qualitatifs et fonctionnels complétera le projet. Donc le montant prévisionnel de l'opération, maîtrise d'œuvre, honoraires et travaux, est estimé à 5 830 700 euros achetés, soit 6 996 850 euros TTC, hors rémunération du mandataire. Afin d'intégrer les surfaces correspondantes au pôle social et santé, à une poste, ainsi qu'à la nouvelle maison de quartier, les besoins en surface de plancher sont de l'ordre de 2300 m² répartis de la manière suivante. À peu près 1800 m² pour la maison des solidarités, qui comprendra le centre social, le CCAS et le centre de planification des Éguinards qui déménagent vers les Buclos, la poste 300 m² et la maison de quartier 200 m². L'actuelle maison de quartier représente quant à elle 300 m² de surface à déconstruire. La nouvelle sera un petit peu petite, mais il y aura une plus grande maîtrise et une meilleure organisation de la surface. Il est envisagé dans le cadre de ce projet de lancer une procédure de concours de maîtrise d'œuvre. À ce titre, il convient de procéder à la désignation des membres du jury de maîtrise d'œuvre en application de l'article R 2162-22 du Code de la commande publique. Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours et au moins un tiers des membres doit posséder la qualification professionnelle éventuelle requise des candidats. Les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury. Le jury sera présidé par le maire ou son représentant désigné par arrêté. Le jury sera composé de 3 personnalités qualifiées et d'un membre compétent dont la présence comporte un intérêt. Ces membres seront désignés par le président du jury. À l'issue de l'appel à candidature, 3 équipes seront admises à présenter une proposition de niveau esquisse. L'indemnisation réglementaire versée à chaque concurrent ayant remis une prestation conforme sera de 30 000 euros. Pour le candidat retenu, cette somme constituera une avance sur son marché. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'enveloppe prévisionnelle de l'opération maîtrise d'œuvre, honoraires et travaux, estimée au stade de programme à 5 830 700 euros, hors rémunération du mandataire. D'organiser un concours restreint de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la Maison des Solidarités. D'organiser les procédures d'appel d'offres ouverts relatives aux travaux pour cette opération, d'approuver la composition du jury de concours présidé par Monsieur le maire de Mélan ou son représentant et comprenant, outre les 5 élus municipaux membres de la commission d'appel d'offres, une personnalité compétente et 3 personnalités qualifiées désignées par le président du jury. De fixer le nombre de candidats admis à concourir à 3, de fixer la prime du concours de maîtrise d'œuvre à verser à chaque concurrent à 30 000 euros, pour un niveau esquisse. Pour le candidat retenu, cette somme constituera une avance sur son marché. De régler les indemnités des membres du jury, personnalités qualifiées, correspond aux frais de déplacement, transport, hébergement et restauration le cas échéant, et d'inscrire les crédits au budget. Voilà ce qu'on vous propose de voter ce soir. Y a-t-il des questions? Pascal. Monsieur Olivier. Est-ce que vous pouvez nous repréciser où se situera au niveau du plan la maison médicalisée? Le plan n'est pas un plan. Enfin, le plan, ça sera sur quelle surface? Non, ça ne sera pas, on ne peut pas. C'est un programme actuellement. Donc on a fait un plan arbitraire pour se rendre compte de la proportion des surfaces. Mais l'architecte n'aura pas de plan et ça sera libre. Ça sera libre. Parce que bon, au tout départ du projet, quand on a évoqué cette réhabilitation de l'école, on avait évoqué un certain nombre de mètres carrés pour la maison médicalisée. Voilà, c'est pour ça que je me posais la question, d'une part. Et d'autre part, vous intégrez aujourd'hui la poste et la maison de quartier. Pareil, au tout début, ce n'était pas prévu. Donc du coup, ça signifie que la poste qui est à côté là va fermer ou pas? En fait, dans ce projet, nous proposons à la Poste de migrer vers la maison des solidarités. La Poste a donné un accord de principe, mais ça n'a pas avancé plus loin. Donc, il y a des financements à trouver, il y a un certain nombre de choses. Mais de fait, effectivement, il est proposé
que le bureau central de la Poste de Mélan soit transféré d'à côté de la mairie à la Maison des Solidarités. Donc cette poste ne sera pas fermée, elle sera d'abord reconstruite et puis ouverte et ensuite transférée. C'est pas une nouvelle poste, c'est pas une fermeture de poste, c'est juste un transfert dans de nouveaux locaux. Les locaux actuels appartiennent à la mairie, les locaux actuels de la Poste. Comme les futurs. Oui, d'accord. Ok, et voilà, donc... Je te dis un mot sur la maison de santé. Donc effectivement, la maison de santé était intégrée au projet au départ, elle y est toujours. On a pour l'instant entre 400 et 500 mètres carrés réservés pour un projet de santé, qui ne sera pas une maison de santé pluridisciplinaire comme on y avait travaillé, puisque donc on a été en peine pour trouver des praticiens volontaires pour écrire le projet de santé. Donc on réfléchit à un centre de santé ou à une autre formule. Mais en tout cas, on ne lâche pas l'idée que Mélan aura dans les années à venir besoin de plus de médecins. C'est compliqué pour nous en ce moment parce qu'on est dans une espèce de tranche où en fait notre ville n'est pas en crise. Contrairement à Fontaine ou à d'autres communes de l'agglo qui vraiment là sont en grand déficit. Donc nous, on est plutôt dans quelque chose de confortable, mais l'augmentation du nombre d'habitants dans les années à venir va nous propulser dans une situation beaucoup plus problématique. Mais du coup, c'est compliqué parce qu'on n'est pas aujourd'hui dans l'urgence. Mais on continue à travailler sur ce projet parce qu'on trouve que ça a du sens d'associer à du lien social, du monde associatif, le planning familial, le centre social, un pôle santé et soins. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce projet? Donc je répète, c'est à l'état de programme, donc a été estimé les besoins. Et effectivement, la construction de cette maison des solidarités va permettre le déménagement de la Poste et du CCAS, libérant ici des mètres carrés dans l'hôtel de ville. Donc c'est ce qui explique aussi cela. On peut voir ça comme une première étape de l'amélioration aussi de l'hôtel de ville, des conditions des agents qui travaillent à l'hôtel de ville. Très bien. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole sur ce sujet? Très bien. Donc, je vais mettre cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 7. D'accord. 7 abstentions. Et du coup, c'est un programme qui est voté à la majorité des 26. Lancement du processus de création d'un périmètre de protection et de la mise en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers, le PAEN, et le rapporteur est Antoine Naillon, conseiller municipal délégué à l'alimentation et à l'éducation à l'environnement. Alors, un PAEN, c'est un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels. C'est un outil qui est mis en place dans la loi de développement des territoires ruraux de 2005. Et en Isère, le département s'est doté de cette compétence optionnelle fin 2011 et a validé un cadre d'intervention en novembre 2018. L'objectif général d'un PAEN, c'est de protéger durablement et mettre en valeur les espaces agricoles et naturels soumis à pression foncière en secteur périurbain. Et en particulier, c'est un outil pertinent pour engager une réflexion dans une cohérence territoriale globale. Plus particulièrement à Mélan, les enjeux sont de faire face à une forte pression foncière liée à la nature périurbaine du territoire et à l'apparition de plus en plus de nouvelles pratiques de type jardin locatif, des pensions équestres, bloquant des parcelles à fort potentiel agronomique. On a également des enjeux d'installation de nouvelles exploitations pour permettre l'accès aux fonciers des nouveaux agriculteurs, ainsi qu'aux bâtiments d'habitation. On a également des contraintes liées au PPRI, donc le risque inondation, ou PPRN, le risque naturel sur les coteaux. On souhaite également pouvoir utiliser cet outil pour travailler l'enjeu des prises agricoles sur les coteaux, donc réinstaurer de l'agriculture de coteaux et protéger les boisements. Alors, de manière concrète, le PAEN s'articule autour de deux outils.
un programme d'action et un périmètre de protection et d'intervention. Alors, le programme d'action précise des aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion foncière, la préservation et la valorisation des espaces naturels au sein du périmètre d'intervention. Alors, pour être concret, ça peut être du travail sur le foncier, un accompagnement renforcé pour l'émergence de projets agricoles, des expérimentations culturelles, des investissements sur des équipements structurants ou une animation de réseau. Donc, le deuxième outil, c'est le périmètre de protection et d'intervention. Alors, le premier point important est que le PAEN pérennise à long terme la vocation agricole et ou naturelle des espaces concernés. Une fois créé, la modification du périmètre ne peut se faire que via un décret interministériel signé par 3 ministères, l'agriculture, l'urbanisme et l'environnement. Donc ça donne une vocation à long terme de ces parcelles. Ensuite, il y a un droit de préemption qui est renforcé. Donc c'est une possibilité donnée aux collectivités de réaliser des acquisitions à l'amiable par préemption via la SAFER. Et les acquisitions doivent être réalisées conformément aux objectifs du programme d'action défini dans le PAEN, donc justifiés par celui-ci. Alors en prenant cette compétence optionnelle, le conseil départemental permet de mettre en place ces PAEN, mais je profite aussi de cette délibération pour dire que nous regrettons que la position actuelle du conseil départemental est de faire le choix de ne pas réaliser, de réaliser ni acquisition ni préemption, alors que nous pensons que cet outil pourrait nous aider à maîtriser les ventes de terres agricoles et éviter les installations sauvages dans la plaine de la Tailla, que cela soit des gens du voyage ou pour des jardins d'agrément, dans des zones inondables, voire même des casiers d'inondation. Alors, en termes de... donc nous souhaitons utiliser cet outil pour quand même avoir des arguments favorables pour préempter des terres lorsque nous travaillons avec la SAFER. Donc, en termes de calendrier, nous avons commencé à réfléchir à l'intérêt de mettre en place un PAEN fin 2021, début 2022. Au conseil municipal de novembre 2022, nous avons voté un vœu affirmant notre volonté de tout mettre en œuvre pour protéger la plaine de la Tailla de toute installation illégale et demandant au gouvernement de concrétiser son action de planification écologique en donnant à la justice et à une police de l'environnement des moyens renforcés. Et donc aujourd'hui, nous proposons de délibérer pour lancer officiellement la démarche. Donc cette même délibération va être votée avec les autres communes, Mélan, La Tronche, Coran, Saint-Martin-d'Air, Gières, Murianette et Domaine. La première phase de réflexion comprend 3 étapes, l'élaboration du diagnostic préalable et l'établissement d'une note d'enjeu. Ensuite, la définition d'un programme d'action et enfin la délimitation du périmètre d'intervention correspondant. Donc voilà, c'est l'objectif de la délibération de ce soir, donc lancer ce processus qui dure environ 2 à 3 ans. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a une prise de parole, Monsieur Pilot? Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est plus un commentaire qu'un avis d'ailleurs. Moi, j'ai plutôt découvert la semaine dernière. Donc là, on a eu une semaine pour se renseigner le PAEN. Et on s'est renseigné aussi auprès du conseil départemental. En tout cas, pour moi, c'était une certaine découverte. Et une fois n'est pas coutume, M. Naillon, vous ne nous avez pas très bien, je trouve, vendu la chose en commission écologie, et vous y revenez là, en parlant beaucoup de pensions équestres. Je ne comprends pas pourquoi, dans l'exemple, vous venez encore de le dire là, cet outil-là, qui est quand même un gros machin, et il a entre autres pour objectif de limiter, je ne sais pas, la crainte qu'on a de voir beaucoup de pensions équestres arriver sur notre territoire. S'il y en avait une, ce serait peut-être pas mal, parce que moi j'aime bien les chevaux. Pardon? Oui, enfin voilà. Bon, enfin je savais pas que c'était un souci. En tout cas, c'est un questionnement, hein, de façon plus générale. Hein, c'est toujours un questionnement quand on met un outil supplémentaire donc on veut mettre un outil supplémentaire en service. Il a évidemment des avantages et il a aussi des inconvénients. Il a les avantages, vous les citez, de maîtriser les choses, peut-être d'avoir des subventions. Vous souhaitez avoir un droit de préemption, c'est-à-dire un moyen d'action complémentaire. Il a toujours, c'est ce genre d'outil, des inconvénients, c'est la lourdeur, quelquefois les coûts d'ailleurs, et un peu de technocratie.
Donc, c'est toujours une interrogation de savoir si il faut se lancer dans ces grandes... Si ça vaut le coup, vu les inconvénients, le temps que ça dure, la lourdeur, de se lancer dans ce type d'outils. Moi, j'ai souvenir, c'est pourquoi je vous dis ça, j'ai souvenir dans un temps ancien, quand j'étais à Champs-Rousse, où on avait beaucoup discuté sur le fait que Beldon devienne un parc national régional. Et je crois, d'ailleurs, je suis plus dans cette affaire, mais depuis longtemps. Mais du coup, je pense qu'il n'y a pas de plan régional naturel de Beldon. Et les discussions, c'était celle-là aussi. Hein. C'était, on veut maîtriser ce qui se passe sur Beldon, on veut maîtriser ce qui se passe sur les montagnes, les remontées mécaniques, hein, c'est un des sujets, sur la fréquentation, sur les alpages. Et puis de l'autre côté, il y avait, oui, mais alors là, la région va y mettre son nez, on va avoir des contraintes, il va y avoir des lourdeurs, il va y avoir des coûts. Et au fond, eh ben, ça se pèse de savoir s'il faut se doter d'un outil qui sera peut-être pas si miraculeux que ça par rapport aux objectifs, par ailleurs, d'une façon générale, louable. Voilà. Monsieur Naillon ou quelqu'un d'autre? Monsieur Naillon, d'abord. Oui, alors déjà, je précise, je n'ai rien contre les pensions équestres. Hein. J'ai passé mon été à traverser le Vercors sur des ânes, donc aucun souci avec ça. Sur Mélan, il y a déjà des pensions équestres. Après, le tout est de trouver un équilibre. Alors, j'ai parlé pension équestre, mais j'ai juste cité une fois pension équestre. J'ai aussi cité des jardins d'agrément. Le problème, en fait, avec ces activités de loisirs, c'est qu'elles sont bien plus lucratives que l'activité agricole, dont les baux ruraux sont maîtrisés par la SAFER et la Chambre d'agriculture. Et donc, c'est très difficile pour des propriétaires de résister à une activité bien plus lucrative. Et donc, progressivement, l'activité, la destination agricole et naturelle de ces espaces se transforme et ne répondent plus à un besoin qui est un des quand même, besoins les plus importants, qui est de s'alimenter et de se nourrir en faisant de la production locale. Donc déjà, c'est un des premiers points. Donc, notre objectif, c'est de maintenir cette destination agricole. Ensuite, il y a bien sûr cette question sur, c'est une strate supplémentaire. Bon, après, c'est un dispositif national qui a été, la délégation est accordée au département. Le département a fait un choix de prendre cette délégation optionnelle, il n'était pas obligé. On peut s'appuyer sur le département qui a un service compétent pour déployer ce type d'espace. Il y en a déjà un sur Sassenage. Il y en a un qui se développe en ce moment, donc ils sont, on va dire, 2 ans d'avance sur nous, sur les rives du Drac. Il y en a un au Touvet également. Voilà, donc c'est un service qui est accompagné par le département, donc on souhaite également se faire accompagner par le département pour le service et, comme vous l'avez dit, pour les subventions. Par exemple, à Sassenage, c'est 5 000 € de subvention, à la CAPI, vers Saint-Quentin-Fallavier, c'est 20 000 € de subvention. On peut utiliser ce dispositif. Après, le PAEN, ce n'est pas que une gestion foncière, ça va plus loin que le PLUI. Ce qu'il faut noter, c'est que le PLUI ne donne pas un droit de préemption et donc de maîtrise des terres agricoles supérieurs.